bonjour à toutes et tous. Bonjour Ismaël. Donc au-delà du grand plaisir que nous avons de vous accueillir, c'est un honneur, vraiment. Hein, on va apprendre à vous découvrir. Alors vous connaissez la formule, 30 minutes, on va le mettre du temps. Donc on va essayer de condenser, d'apprendre à vous connaître. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire. Eh bien, bonjour à tous. Et, mon histoire commence au Paraguay, puisque je suis né là-bas il y a très longtemps, en 1962. Je suis enfant de musicien. Et donc, mon père, Raimundo Ledesma, et ma mère, Luisa, étaient musiciens actifs au Paraguay, en Argentine et en Uruguay. Donc, je suis un fils unique. Et donc, j'ai appris la harpe déjà avec mon père. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Donc, je suis actuellement harpiste professionnel, compositeur et interprète. Et je suis marié à Hélène. Et j'ai 2 enfants, Léna et Johanna, qui ont fait leur scolarité ici à Brélu. Et voilà, donc je suis un Paraguayen qui est parti, qui a fini ses études là-bas et puis qui est arrivé en France pour faire des études de musique. Alors justement, pourquoi la France et pourquoi pas notre pays? Et comment vous êtes arrivé aussi à Brélu? Oui, bon, il y a un avant, hein, je suis arrivé en 82 à Paris. J'avais un oncle qui était musicien et j'avais de la famille qui était déjà musicien installé ici en France, qui m'ont proposé de l'aide pour que je puisse venir et faire mes études de musique. Et donc j'ai vécu d'abord à Paris pendant longtemps et c'était ma base parce qu'à partir de Paris, j'allais dans d'autres pays où j'étais engagé. Et donc à Brélu, je suis arrivé en 2004. 2004. Oui. Donc ça va faire 20 ans. Ça va faire 20 ans et je suis très heureux parce que... Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce village? Ce village, pour moi, c'est la simplicité des gens, la convivialité des gens. Je me rappelle la première activité que j'avais faite pour venir... en fait, je venais au jardin de l'Épicure pour travailler. Je faisais, je ne sais pas si les gens connaissent les jardins de l'Épicure. C'est un restaurant et hôtel aussi. Et ils faisaient des réceptions. Ils font toujours d'ailleurs. Et donc j'étais engagé pour jouer en jour de l'an ou pour les mariages ou des choses comme ça. Donc je suis tombé amoureux très vite de la région et j'avais demandé au propriétaire de l'époque s'il pouvait me trouver un lieu pour habiter avec ma famille, puisqu'on voulait partir de Paris. Et on vivait dans un petit appartement aussi, et donc on avait envie de quitter. Et avec ma grande surprise, le monsieur, il m'a proposé même les dépendances du lieu, du jardin d'Épicure. Et nous sommes installés une petite année là-bas. Et puis après, on ne se sentait pas vraiment chez nous. Et donc, j'ai fait appel à la mairie. Nous avons fait les démarches pour pouvoir trouver un logement ici. Donc, Brélu, c'est vraiment parce que je suis tombé amoureux de la région et parce que j'ai travaillé au Jardin de l'Épicure. Et après, il y a eu les affinités qui se sont créées après. Alors, quel est votre lien d'intégration justement à Brélu? Est-ce que vous êtes impliqué dans la ville? Comment là on vous voit, on voit des images de foot. Alors vous êtes plutôt français ou paraguay? Pour la France ou Paraguay? J'étais footballeur aussi dans mon pays jusqu'à l'âge de 19 ans. Et donc j'avais ça dans mes bagages, mais j'ai fait quelques essais ici en France au Red Star et ça n'a pas marché. Donc j'ai atterri à Chaussy. C'est pas mal. Et donc, les liens d'intégration, pour moi, ça a été vraiment le sport, et au départ, le football, car j'ai connu des personnes ici à Brélu qui m'ont conseillé d'aller jouer au foot à Chaussy.
Après, il y a eu un transfert international à Magny. Donc actuellement, je suis à Magny. Et donc voilà, le premier lien que j'ai eu, c'est le sport. Et actuellement, c'est le tennis aussi, puisque je joue au tennis. Bientôt, je ne sais pas ce que ça va être, parce que je vieillis. Et donc voilà, le lien pour moi, ça a été le sport. D'accord. Alors, bon, on ne va pas se le cacher, vous vivez presque dans l'anonymat à Brélu. C'est vrai que les Brélusiens ou même d'autres ne savent pas qui vous êtes. Hein. On va découvrir un petit peu votre carrière aussi. Qu'est-ce qui vous fait rester justement à Brélu et puis de Vexin? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'artiste? Brélu, pour moi, je ne sais pas, je crois que je vais rester ici tout le temps parce que c'est vraiment la région que j'ai choisie où je me sens bien. Je parcours le monde, mais c'est ici que je me sens bien. Et c'est vrai, ce côté anonymat aussi, ça fait du bien parce que je passe inaperçu et tout le monde s'en fout qui je suis, tout ça, donc ça, c'est agréable. Et donc, je pense que... c'était quoi la question ? La question, c'est pourquoi vous restez à Brélu? Pourquoi je reste à... Parce qu'il y a tout à Brélu. Il y a une épicerie, il y a une pharmacie, et puis il y a le cimetière à côté aussi. Donc il y a tout, il y a l'église. Voilà. Donc, non, vraiment, je me sens bien à Brélu parce que vraiment, je cherchais la simplicité, je cherchais les gens. Pour moi, je trouve que les gens sont normaux. Et ailleurs, les gens sont différents maintenant. Et c'est ici que je me sens bien. Donc je me sens bien à Brélu. Alors quand je disais que vous passez inaperçu, c'est pas forcément vrai, mais on a parlé, malheureusement, toutes nos rencontres ont parlé de la période de Covid. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, en tant qu'artiste? Est-ce que vous en avez souffert? Parce que ça a quand même duré 2 ans. Et justement, vous avez mené des actions, un petit peu comme on a vu tout à l'heure sur les bières. Qu'est-ce que vous avez mis en place Ça a été dur pour tout le monde, hein, la Covid, et pour un artiste encore plus, parce que tous les lieux étaient fermés, tous mes concerts étaient annulés. Et donc c'était un moment catastrophique pour moi et ma famille. Et donc j'ai dû me réinventer ou trouver quelque chose. Et on a eu une idée avec mon épouse de créer un petit flyer et proposer mes petits concerts chez les familles, chez les gens, dans leur jardin. Et on a pris nos vélos avec ma femme et on a été dans différents villages, on a été dans le coin et on a mis nos flyers avec ma proposition de concert dans toutes les boîtes à lettres qu'on pouvait trouver. Et ça a marché. Les gens nous ont appelés et la solidarité est arrivée puisque les gens m'ont donné un peu de travail. Et en plus, c'était aussi un moment social parce que les gens ne pouvaient plus se voir, tout ça. Donc on a fait des petits concerts dans les jardins, les gens étaient masqués, et les gens apportaient quelque chose à manger. Et pour me récompenser, ils me donnaient un petit peu de sous pour payer l'artiste, quoi. Donc on a fait ça avec ma femme, et ça m'a sauvé parce que j'aurais pu être dépressif. C'était dur pour moi, puisque je ne pouvais rien faire, à part de jouer la harpe chez moi, et c'était compliqué. Mais on a trouvé la solution et ça m'a sorti de ce moment très difficile. Oui, puis je crois que ça vous a bien plu et vous êtes prêt à recommencer, puisque là vous avez déposé des flyers, on pourra en discuter après les rencontres, pour éventuellement continuer, pourquoi pas? Oui, bien sûr, je suis là, je suis un musicien qui a envie de jouer devant les gens, donc évidemment que j'ai envie de jouer pour les gens, j'ai envie d'aller chez les gens, mais qui me payent quand même. Mais voilà. Donc, je peux faire un petit concert au coin du feu avec minimum 10 personnes, parce que 10 € par personne, au moins minimum. Et donc, ça, c'est ce que vous pouvez, mais c'est une bonne formule pour travailler. Alors, on va parler un petit peu de votre instrument, la harpe paraguayenne. Alors, c'est quoi exactement la harpe paraguayenne? Pourquoi paraguayenne? Il en existe certainement d'autres. Alors, oui, la harpe paraguayenne, c'est vraiment paraguayen parce que c'est spécifique de là-bas. Et ça vient de là-bas. C'est un instrument qui vient de la famille des harpes classiques, celtiques. Donc, la harpe paraguayenne est née en Amérique du Sud. Avant, on l'appelait harpe indienne. Et à partir des années 1950, on a appelé harpe paraguayenne, puisqu'en Venezuela, il y avait aussi des harpes.
Donc ma harpe est un instrument qui a actuellement 37 cordes. Alors, les cordes, elles sont en quoi? Elles sont en nylon actuellement. Et jusqu'à les années 50, c'était en boyau de chat. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de chat chez nous. Et on a passé à un autre animal qui s'appelait le porc. Donc au départ, on faisait les cordes avec du boyau de chat donc, et boyau de porc. Et depuis dans le cochon, comment on dit en France? Rien se perd. On dit tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Donc on a continué jusqu'à les années 50 et après vraiment on a changé parce qu'il y a des nouvelles méthodes et il y a des nouvelles cordes. C'est des cordes en nylon actuellement. Donc là c'est le mât. Donc ça c'est en quel bois? C'est en cèdre et du pin canadien. La caisse de résonance que vous voyez là, c'est en pin et à l'intérieur il y a une sorte de squelette, l'armure. L'armure c'est avant ou après? Oui, et avant c'est quoi? Une armature. À l'intérieur il y a en fait on a comme un plan et après on met dessus la caisse de résonance. Et donc à l'intérieur c'est du cèdre et à l'extérieur c'est du pin du Canada et c'est un instrument qui a vécu beaucoup d'évolutions et au départ c'était juste un instrument diatonique. Un instrument diatonique c'est seulement les touches blanches d'un piano et après avec des nouvelles technologies disons, on a rajouté des petits leviers qui peuvent convertir maintenant les notes en touches noires d'un piano. Donc maintenant la harpe est devenue chromatique et donc on peut élargir notre répertoire. Et je ne fais plus que du folklore justement, je fais plein d'autres choses. Donc c'est ça la harpe paraguayenne. Donc j'imagine qu'elle a une durée de vie limitée ou non? Parce que ça vit le bois. Oui, ça vit. Et la harpe paraguayenne vit 20 ans. Après, ça commence à se détériorer. Et donc, je suis obligé d'échanger pour faire... ils servent encore ceux qui sont abîmés, mais ils sont plus bons pour les concerts, par exemple. J'ai envie de demander une chose au public. Est-ce que vous avez envie d'entendre un petit peu... Bon, allez. C'est gratuit aujourd'hui. Donc on va écouter un petit peu, on va profiter. On en profitera peut-être un petit peu plus à la fin. Hein, on verra, mais bon, au moins on va écouter, découvrir cette harpe. Alors moi, je ne connaissais pas la harpe. Et bon, à force de nos rencontres, vous me disiez, les gens ne connaissent pas forcément la harpe. Et c'est vrai que c'est pas vers l'instrument où on se tourne spontanément. Et depuis qu'on s'est rencontrés, j'aime. Et je trouve ça toujours... Et moi, ça m'émeut, franchement. C'est beau, c'est super. Alors, on va continuer à vous découvrir. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, mais normalement, la harpe n'est pas très connue. Et les gens ont un peu peur parce qu'ils croient que c'est triste. Et non. Et justement, nous, les latino-américains, on le rend un peu plus vivant et différent. Donc, c'est un instrument un peu plus chaleureux qui ramène un peu le soleil. Voilà. Mais ce n'est pas triste du tout. Alors, on va parler maintenant de votre carrière internationale. Alors, il y a un mot, c'est Ismaël Ledesma, harpiste universel. Pourquoi universel? Eh bien, mais... tous les concerts que j'ai fait dans le monde fait que
je devienne universel, mais c'est pas moi qui m'a mis ce nom-là, c'est les propres artistes du monde qui ont trouvé ce titre, car je joue un peu partout dans le monde. Et alors, ouais, on est en train de découvrir là justement au lieu de... Oui, je joue en Irlande, en Angleterre, en Amérique du Sud, en Europe en général, au Mexique, aux États-Unis, les pays asiatiques. En fait, j'étais un peu partout, donc c'est pour ça qu'on m'appelle l'artiste universel. Et j'ai ce titre-là, voilà. Il y a des endroits qui vous ont plus marqué que d'autres. Vous avez peut-être des lieux préférés, le jardin, l'église. C'est quoi votre lieu préféré? Moi, je peux jouer partout. Ça, c'est l'avantage que j'ai. Évidemment, jouer dans un théâtre où les gens viennent vraiment me voir et payent leur entrée pour venir me voir, c'est vraiment un challenge important pour moi. Donc, ça fait partie de ma vie, c'est mon métier. Et je suis aussi capable de jouer dans la rue ou jouer dans les jardins, dans les églises. Normalement, la musique se partage, donc moi je joue un peu partout. Alors, notre public, vous avez vu un petit peu la carrière que voilà, l'artiste, quand je disais que c'était un honneur de vous recevoir et une chance, voilà, par rapport à toutes vos représentations, c'est exceptionnel. Et bon, encore une chose, c'est vous composez vous-même votre musique et vous m'avez parlé d'inspiration. Après, vous nous direz le nombre d'albums que vous avez fait. Donc, vous êtes auteur et compositeur. Qu'est-ce qui vous donne vous m'avez parlé de nature. Voilà. Bien, donc je suis compositeur. J'étais compositeur depuis que j'étais petit déjà, mais j'arrivais pas vraiment à pouvoir transmettre ma musique. On me prenait pas au sérieux, c'est ça le mot. Et donc j'ai pris beaucoup de risques parce que quand je suis arrivé en France, je faisais partie des groupes latino-américains et j'ai trouvé que les gens, il y avait ce fameux cliché qu'on est tous pareils, tous les Sud-Américains, c'est des gens qui jouent de la flûte ou qui sont dans le métro, tout ça. Donc ça m'a un peu interpellé. J'ai dit, mais je suis différent, je joue de la harpe, je peux proposer autre chose. Et donc, à partir de 1985, vraiment, j'ai pris la décision de parier sur ma propre musique. Et j'ai commencé à faire mes concerts avec ma propre musique. Et je m'inspire évidemment de la nature. C'est pour ça que je suis attiré aussi par le Vexin, parce que je me sens bien ici, je sors dehors, je m'inspire de ce qui se passe, de la nature, des oiseaux, du ciel. Et moi, je suis d'origine indienne, donc je viens des Indiens Guaranis, donc je suis déjà au départ quelqu'un de la forêt. Et donc ici, je me sens vraiment dans mon élément, puisque je suis entouré de forêts, de vallées, et donc il y a de l'espace. Et tout ça m'inspire pour composer des musiques. Voilà, et vous disiez, voilà, vu le nombre de compositions, vous me disiez qu'à chaque fois que vous jouiez un morceau, vous l'expliquiez aux gens. Comment vous était venue cette inspiration? Donc, quel est le message que vous voulez faire passer à chaque fois à travers votre musique? Je pratique la musique instrumentale, donc c'est pas facile que les gens interprètent ce que le musicien propose. Quand il y a des paroles, les gens comprennent ce qui se passe, comprennent l'histoire. Mais quand il n'y a que la musique, les gens ils comprennent pas trop, ils savent pas, ils peuvent imaginer. Mais à chaque fois que je fais mes concerts, avant de démarrer un morceau, j'explique l'atmosphère de la pièce que je vais interpréter. Et ça aide aux gens à comprendre un peu mieux l'œuvre et ils peuvent imaginer ce que j'ai envie de montrer. Voilà, donc j'explique toujours un petit peu avant l'atmosphère que je veux montrer. Alors, je répète encore une fois, c'est une chance de vous avoir aussi ici aujourd'hui parce que vous êtes quand même pas mal pris. Quelle est votre activité du moment? Là, je viens de faire une tournée en Amérique du Sud. J'étais dans mon pays, au Paraguay, et en Argentine aussi. Et donc, ça a été assez éprouvant parce que j'ai beaucoup joué. C'était une grande tournée. Et après, je suis venu continuer mes activités ici. Et maintenant, j'attends les activités futures. Et comment
comment vous décidez d'un lieu, on vient vous chercher, vous avez des agents, comment ça se passe? J'ai 3 possibilités, parce que j'ai aussi un agent qui s'occupe de moi, qui me trouve les dates. Et puis je cherche moi-même, je démarche moi-même. Et ça, c'est aussi valable. Et je suis toujours appelé aussi par les ambassades de mon pays, tout ça, pour représenter mon pays à un événement éventuellement. Voilà. Donc il y a plein de formules. Et donc parlons un petit peu de vos albums. Vous en avez combien? J'en ai fait jusqu'à présent 27 albums. Même plus que Johnny, je crois. Oui, j'ai fait pas mal d'albums et justement, là, en ce moment, c'est un peu difficile parce que les gens, ils sont passés à autre chose. Maintenant, c'est les plateformes. Et c'est un petit peu moins inspirant parce que je voulais continuer à faire des albums. Et je pense que je vais le faire, mais les choses ont changé. Ouais, au niveau économique, c'est vrai que les CD, on écoute moins. Alors rassurez-vous, si vous voulez retrouver Ismaël, vous verrez tout à l'heure, il est partout sur les réseaux, mais il est aussi sur les plateformes telles que Apple Music, Napster, Spotify, etc. Donc vous pourrez le découvrir et l'écouter. Vous m'avez parlé que vous travaillez avec l'ambassade, le ministère de la Culture du Paraguay, et je pense que vous avez été décoré, mais pas que au Paraguay. Oui, j'ai eu l'honneur d'être décoré dans mon pays en tant que maître de l'art dans le monde, et puis aussi par le Parlement, et ensuite par le Sénat, en tant qu'ambassadeur culturel de mon pays, en tant qu'ambassadeur culturel et touristique du pays. Donc ça, c'est un grand honneur pour mon pays, c'est ma mission. Et j'ai eu aussi la chance d'être décoré ici en France, en 2010, par le Sénat français, en tant que personnalité de l'Amérique latine en France, qui m'a permis aussi d'être parmi les grands. Là, je vois François Hollande, il est un peu plus grand que moi, et gros aussi, mais bon. Donc ça m'a permis d'être un petit peu reconnu dans votre pays et dans mon pays, parce que la France, c'est aussi mon pays. Alors quels sont vos projets maintenant, là, à court terme, et puis éventuellement à long terme? Là, on va en boire un verre, là. Ça, c'est à court terme. Oui, je vais faire une tournée en Angleterre prochainement, dans quelques jours. Je vais partir en Angleterre. Et aussi, je vais participer à un grand festival de harpe qui se fait à niveau mondial à l'île de Wight. Et ça, c'est les futurs proches. Et après, il y a d'autres dates qui arrivent dans d'autres pays et ici en France aussi. Vous m'avez parlé de quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est presque un rêve. Donc, je vous souhaite une bonne chance pour ça. C'est quoi? Et ça concerne justement le Vexin. Donc il faut en profiter aujourd'hui parce que nous avons des élus qui sont là. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, j'ai un rêve. Je crois que monsieur le maire de Genanville est là. Ah oui, il est là. Il connaît mon rêve, mais on n'a pas pu le réaliser parce qu'il n'y a pas eu assez d'intérêt. Mais mon rêve vraiment, c'est de réaliser ici dans le Vexin un festival international de harpe du Vexin, par exemple. Et je pense que c'est réalisable, c'est juste une volonté des élus où ça ne peut pas coûter très cher. On a les lieux magnifiques, on a des églises magnifiques, on a des salles de concert. Et après, il faut juste un petit peu d'argent pour payer les artistes, pour les faire venir, et c'est tout. Et donc, mon rêve, c'est facile. Voilà, donc c'est l'envie que j'ai. Donc les rencontres du Vexin, c'est ça aussi. Nous, on a des partenaires, on a des élus, et puis plus, c'est notre 6e rencontre. Donc plus on avance, plus on a de gens qui nous suivent. Et on fera le lien. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure là avec quelques élus, et j'espère que votre rêve arrivera au bout et qu'on pourra découvrir plus amplement la harpe dans le Vexin. Oui, ça ne sera pas que de la harpe paraguayenne, ça sera de la harpe en général, et ça permettra aux gens de
de se rapprocher un peu plus de cet instrument qui est un des instruments les plus anciens dans le monde et un des instruments les plus difficiles au monde. Donc, voilà, donc, moi, je serais heureux d'avoir un festival ici et j'espère que ça pourra se réaliser. Et bonne chance. Donc là, vous découvrez sur les écrans. Donc vous avez le site officiel d'Ismaël, et puis vous allez le retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Instagram. Donc vous tapez Ismaël Ledesma, vous allez tomber sur ses albums. Vous pouvez, donc il est très actif sur les réseaux, hein, je pense que ça fait partie aussi de la carrière. Voilà, et sur les plateformes de streaming, vous allez le retrouver partout. Donc Ismaël, il nous reste un petit peu de temps, mais comme vous êtes là, moi je pense que... Est-ce que vous avez envie de vraiment l'écouter avant de... Vous pouvez dire non, hein. Donc je vous propose d'écouter Ismaël, on va profiter tant qu'il est là, et puis après on passera aux questions, et puis on en aura terminé. D'accord. Merci Ismaël. Je vais vous interpréter une musique qui donne la couleur de mon pays. Le Paraguay, c'est un pays de terre rouge, c'est un pays de forêt aussi. Et il y a beaucoup de chevaux, il y a beaucoup de cavaliers aussi qui montent à cheval. Et justement, je disais que je raconte toujours aux gens l'atmosphère de la pièce. Et là, c'est un titre que j'ai composé qui s'appelle El Caballo de la Tierra Roja. Tout le monde parle espagnol. Voilà. Le cheval de la terre rouge. Voilà. C'est une composition personnelle. J'ai vu un cheval avec son cavalier sur les routes rouges, les terres rouges de chez nous, et à un moment donné, il se confond avec la terre. La couleur du cheval se confond avec la terre, et ça m'a donné une inspiration de faire ce titre.
Ex.